Bonjour à tous, je suis Chloé Antel, psychologue de formation, thérapeute intégrative spécialisée en psychotraumatologie. Mon objectif est de vous transmettre des clés, des pistes de réflexion et des ressources pour vous aider à vous libérer de vos traumatismes avec des méthodes qui ont démontré leur efficacité. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle de l'EMDR. Si vous regardez cette vidéo, vous souffrez peut-être de certaines des problématiques citées, comme par exemple du stress, des angoisses, des difficultés relationnelles, des problèmes d'estime de soi, une répétition, une récurrence de schémas qui vous limitent, etc. Si c'est le cas, je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Le MDR peut peut-être vous aider. Le postulat principal autour duquel la thérapie EMDR s'articule, c'est que les problématiques psychiques que l'on rencontre sont le résultat d'événements non résolus qui sont stockés en mémoire de façon dysfonctionnelle, c'est-à-dire de façon inefficace. Avec le EMDR, on va relancer le traitement de ces événements douloureux et aider votre cerveau et votre corps à digérer ces situations pour favoriser la disparition des symptômes. Qu'est-ce que c'est que l'EMDR ? Donc, en français, EMDR signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Il s'agit d'une approche psychothérapeutique découverte par Francine Shapiro dans les années 80. Cette approche, elle est reconnue scientifiquement et recommandée pour son efficacité dans le traitement des états de stress post-traumatique, notamment par l'Organisation mondiale de la santé et la Haute Autorité de santé. Je vous propose quelques notions sur ces principes d'action pour mieux comprendre. Alors, le MDR, c'est une thérapie qui est basée sur l'action des mouvements oculaires. Quelle fonction ont ces mouvements oculaires ? Eh bien, ils permettent d'activer ce que l'on appelle un processus neurophysiologique de traitement de l'information, dont l'objectif est de libérer les souvenirs traumatiques qui, comme je le disais, sont stockés de façon inefficace dans des régions cérébrales émotionnelles. Je précise mon propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque expérience que l'on vit est stockée en mémoire à la fois en fonction de la nature de la situation, mais aussi en fonction de la façon dont cette situation va faire écho avec d'autres expériences antérieures. Ok, donc tous les événements que l'on vit sont interconnectés entre eux et appréhendés à travers un prisme spécifique. C'est un petit peu les lunettes avec lesquelles on va regarder le monde, et ces lunettes, eh bien, elles vont dépendre de la façon dont nos souvenirs sont stockés en mémoire. Alors justement, comment il s'effectue ce stockage ? Il est assuré par un système que l'on appelle le traitement adaptatif de l'information. C'est en fait un système de réparation, de régénération psychique. On pourrait l'apparenter à la capacité du corps à cicatriser, à s'auto-réparer suite à une blessure. Bien, le psychisme, il est doté de ce même principe. Alors, ce qui va caractériser une blessure psychique qui a correctement cicatrisé, c'est qu'elle sera stockée de façon efficace en mémoire à long terme. C'est-à-dire très concrètement que l'expérience, quelle que soit sa nature, elle sera considérée par la personne comme une expérience de vie à laquelle il a survécu, à laquelle il a pu s'adapter et dont il a pu tirer des ressources et des leçons. En fait, il va pouvoir s'en saisir désormais pour appréhender son environnement de façon plus juste, plus sereine, pour mettre du sens sur son existence, pour contextualiser les situations, pour rebondir face aux difficultés, pour en tirer des enseignements constructifs dans son évolution. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Alors, d'un point de vue neurophysiologique, comment ça se passe ? MacLean, en 1969, a modélisé notre cerveau en 3 structures principales qui vont avoir des fonctions spécifiques dans le traitement de l'information. Cette compréhension de notre fonctionnement cérébral, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de mieux saisir en quoi le MDR permet de transformer un vécu traumatique en vécu autobiographique, c'est-à-dire en information qui fait sens dans l'histoire de la personne. Alors, d'une part, on a le système limbique, donc c'est notre cerveau émotionnel, qui a pour rôle d'évaluer et de décoder la teneur des informations reçues par nos 5 sens. Est-ce que ces informations ont un caractère neutre, agréable, désagréable, dangereux ?
Son rôle au système limbique, ça va être de nous informer par des réactions neurovégétatives, donc c'est-à-dire émotionnelles et physiologiques, par les battements cardiaques, la respiration, la transpiration, la pression artérielle, etc., pour que l'on puisse agir en conséquence des situations que l'on rencontre. D'autre part, on a le cerveau reptilien qui lui assure la réponse à nos besoins primaires, mais aussi notre survie par des réactions automatiques, notamment en situation de menace. Concrètement, il va nous permettre d'attaquer ou de fuir. Il assure également la défense de notre territoire, le respect de nos limites. Il régit notre sexualité, mais il est aussi à l'origine de notre volonté de pouvoir, de puissance. Dans son système au cerveau reptilien, c'est un petit peu la notion de la loi du plus fort qui prévaut, parce que son objectif, comme vous l'aurez compris, c'est principalement d'assurer la survie de l'individu avec tout ce que ça comporte. Et enfin, nous avons le néocortex, notre cerveau rationnel, qui nous permet une compréhension intellectuelle et logique des situations. Il assure le raisonnement stratégique, la possibilité de mettre en mots les situations, de mettre du sens sur un vécu émotionnel, sensoriel, et c'est le siège de la mémoire à long terme, où résident nos représentations, nos valeurs, nos croyances à l'égard du monde et de soi. Lorsqu'un souvenir est stocké de façon fonctionnelle, de façon efficace, le néocortex va apaiser les régions émotionnelles en mettant du sens sur la situation vécue. C'est en fait notre capacité à mentaliser les situations et à les comprendre. Donc l'idée évidemment avec le MDR, c'est que l'on mobilise ces différentes régions cérébrales pour faire passer les informations dans le néocortex. Quand une information est traitée efficacement par notre cerveau, elle va suivre le parcours suivant. Dans un premier temps, elle est réceptionnée par nos différents canaux sensoriels, donc la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Puis, elle est traitée par deux structures cérébrales principales du cerveau émotionnel, l'amygdale et l'hippocampe, qui sont en interaction et en interconnexion permanente. Leur rôle, ça va être d'évaluer l'information et de l'emmener dans les régions du cerveau les plus adaptées pour traiter l'information le plus efficacement possible. Donc, leur rôle à ces structures cérébrales, c'est vraiment de faire circuler l'information au bon endroit. L'amygdale, c'est en quelque sorte notre lanceuse d'alerte. Elle est chargée d'évaluer les situations menaçantes et l'hippocampe, quant à lui, il va transformer ces informations sensorielles afin que nous soyons en capacité de les mentaliser pour les faire passer dans les régions du néocortex. Lors de ce processus, l'information va passer alors d'une mémoire d'abord sensorielle, puis émotionnelle, à une mémoire autobiographique où l'information va prendre tout son sens, va être comprise par la personne. Une fois intégrée à notre fonctionnement, cette information, ce souvenir, sera à l'origine de réponses physiologiques, émotionnelles et comportementales adaptées à la situation vécue. Le souvenir est ainsi stocké dans des réseaux de mémoire qu'on appelle adaptatifs, c'est-à-dire bénéfiques à notre équilibre psychique, à l'origine de croyances sur soi et sur le monde qui sont plus justes. Notre corps sera apaisé à l'évocation du souvenir avec un vécu émotionnel agréable ou neutre. Ça, ce sont les indicateurs que nous, on va évaluer en EMDR pour vérifier si le souvenir traumatique a été correctement traité. En revanche, lorsque l'on est exposé à une situation incompréhensible, violente, à haute intensité émotionnelle ou encore à des événements qui portent atteinte à notre intégrité physique ou psychique, que ça se produise de façon isolée, un accident de voiture, un cambriolage par exemple, ou de façon répétée, des deuils, des violences intrafamiliales, de la maltraitance, de la négligence, la digestion de ces situations, elle sera comme verrouillée par, entre autres, ce qu'on appelle un phénomène de disjonction cérébrale. En d'autres termes, les événements potentiellement traumatiques, par leur caractère violent, non représentables par le psychisme, ils vont dépasser complètement les capacités de mentalisation de l'individu et les stratégies utilisées habituellement pour faire face à l'adversité, comme par exemple dans des situations où la fuite ou l'attaque sont impossibles. Le corps, face à la menace, va libérer une déferlante d'hormones, comme le cortisol, qui va induire des réactions de stress majeures.
Et ces réactions de stress majeur, elles peuvent constituer un risque vital à court ou à long terme. Donc, tout comme un système électrique disjoncterait pour éviter un incendie, ce phénomène de disjonction du circuit émotionnel, il a pour objectif de protéger l'individu des effets de ce stress majeur. Sauf que l'effet protecteur, il a également un effet de verrouillage du traitement de l'information. Le souvenir traumatique reste alors piégé à l'état brut dans le cerveau émotionnel, plus particulièrement dans l'amygdale, sans pouvoir être traité par l'hippocampe. Et le vécu traumatique reste alors susceptible à tout moment d'être réactivé par des situations similaires au trauma, ou en tout cas dont les caractéristiques vont rappeler de façon consciente ou inconsciente à la personne l'événement traumatique. D'une certaine façon, c'est comme si le cerveau restait en état de vigilance en permanence pour tenter de protéger l'individu de souffrir à nouveau. Et cela évidemment a pour conséquence des réponses émotionnelles et comportementales inadaptées aux situations, avec une perception bien souvent exagérée ou irrationnelle de nouvelles menaces, entre autres. C'est donc ce phénomène qui est à l'origine des symptômes physiques et psychiques que l'on va rencontrer dans les états de stress post-traumatique, notamment les angoisses, les phobies, les peurs, mais ça peut aussi se traduire par des TOC, des difficultés relationnelles, des ruminations, des comportements autodestructeurs, de l'agressivité, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, etc. Dans ce contexte, le MDR permet, grâce au mouvement oculaire et grâce à un protocole qui va favoriser une reconnexion à l'événement traumatique, de relancer le processus d'intégration neuronale pour permettre à la charge émotionnelle associée au souvenir traumatique d'être libérée et mise en mots, vous l'aurez compris. En d'autres termes, les structures cérébrales qui ont été déconnectées par le trauma, dissociées et qui font barrage à la digestion du souvenir, vont progressivement se remettre en lien, se réintégrer pour rétablir le circuit du traitement de l'information. Alors bien entendu, il n'est pas question d'oublier les événements douloureux, mais de les intégrer à son histoire, de leur donner du sens et surtout de ne plus en souffrir. Avec le MDR, on va donc pouvoir mobiliser un phénomène de réparation du psychisme, un stockage en mémoire efficace, une libération des souvenirs traumatiques, et on va créer du lien entre les traumas et les ressources de la personne. Donc le MDR va permettre un travail psycho-émotionnel sur 3 dimensions, le corps, donc les sensations, les symptômes physiques, les émotions douloureuses et les croyances limitantes, donc c'est ce qu'on appelle une restructuration cognitive. J'imagine que vous vous demandez si le MDR fonctionne réellement. Je vous propose ici 3 études scientifiques, des méta-analyses qui attestent de l'efficacité de l'EMDR. Je vous laisserai les consulter si ça vous intéresse. On y parle de l'efficacité de cette approche thérapeutique comparativement à d'autres thérapies, mais aussi des résultats observables sur le plan clinique, notamment la réduction significative des symptômes de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété et de détresse subjective chez des patients atteints de stress post-traumatique. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter les sites officiels de l'association EMDR France et de l'Institut français d'EMDR dont je vous mets les références. Si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans ces vidéos, vous pouvez les publier en commentaire. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour plus d'informations sur la mémoire traumatique, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Merci pour votre écoute.